Vendredi, 23h30. Tu sors du dernier métro. Un soir comme les autres? Pas exactement. Les pas que tu entends ne viennent pas de toi. Tu t'actives, ton cœur bat la chamade, il te vient des sueurs froides. Plus qu'un pâté de maison et tu rentres chez toi. Seulement, tu viens de remarquer que tu es déjà passé par ici. Un sentiment envahit tes membres en commençant par la tête. Ce sentiment, c'est la peur. Ce qui se passe vraiment, c'est de la biochimie. Avec Sonia Lupien, on explore la peur et le stress vus à travers la lentille du biochimiste. Bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode de La Rédacteuse. Vous avez toujours aujourd'hui Richie et notre nouvelle animatrice Gabriella. Et avec nous, nous avons une invitée très spéciale, une experte en ce qui a rapport avec le stress et les hormones du stress. Nous avons Sonia Lupien avec nous. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Je pense que la meilleure manière de vous présenter serait de vous passer la parole, passer le micro et je vous laisse y aller. Ben, écoutez, moi, je suis chercheur scientifique ici à l'Université de Montréal au département de psychiatrie et d'addictologie, c'est un grand mot, de la faculté de médecine. J'étudie le stress, les effets du stress, particulièrement les hormones de stress, sur le cerveau humain depuis 30 quelques années. Et voilà. Et je fais beaucoup de transfert de connaissances. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. OK. Ben, je pense qu'on devrait peut-être commencer par le sommet de l'iceberg. Donc, c'est quoi le stress? Ça, c'est une question très, très large. Et le problème qu'on a avec le stress, vous savez ce que c'est? À l'an 2015, les chercheurs scientifiques de partout au monde qui travaillaient sur le stress ont fait un grand congrès pour essayer de se débarrasser du mot de stress, parce que c'est un mot qui a été utilisé à tous les sauces, sur vos réseaux sociaux. Tout le monde parle de stress. Mais quand je demande justement aux gens, c'est quoi le stress? Le 3/4 des gens ont de la difficulté à répondre. Donc, mais dans la science du stress, on n'a pas pu changer le mot parce qu'il était trop connu. Mais dans la science du stress, le stress, c'est une réponse biologique nécessaire à la survie. C'est pas compliqué, comme je le dis toujours. Le cerveau humain, son rôle principal n'est pas de nous rendre heureux, même si on aimerait bien. Il s'en fout qu'on soit heureux ou malheureux. C'est d'assurer la survie de l'espèce. C'est de vous faire vivre assez vieux pour que vous puissiez vous reproduire, ainsi assurant la survie de l'espèce. Et donc, pour faire ça, le cerveau est un détecteur de menaces. C'est ça qui fait le cerveau. Hein, je dis toujours, le cerveau n'a pas été créé pour finir son travail de session à l'université. C'est vraiment pour détecter des menaces. Donc, à chaque fois qu'il y a une menace, on va activer un système neuro-endocrinien très complexe qu'on appelle l'axe hypothalamo-pituito-surrénalien, qui va mener ultimement à la sécrétion d'hormones de stress qui, elles, vont nous donner l'énergie dont on va avoir besoin pour combattre la menace ou fuir. Donc, c'est comme ça qu'on étudie le stress. Et donc, nous, dans nos laboratoires à travers le monde, quand on étudie le stress humain, on va rarement demander aux gens s'ils sont stressés parce que sachez que ce que les gens disent en termes de stress corrèle peu, fondamentalement, avec les concentrations d'hormones de stress qu'ils produisent. Et nous, on va toujours se fier aux hormones de stress parce qu'on connaît maintenant leur effet sur le corps et le cerveau. Vous avez parlé un peu d'une réponse pour nous faire survivre. Puis souvent, quand on pense à ça, c'est peut-être le fight or flight qui est associé souvent à la peur. Est-ce qu'il y a une grande différence entre c'est quoi le stress, c'est quoi la peur? Oui, bien justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que oui et non. Je vous explique le système, comment ça fonctionne dans le cerveau. Il y a 3 régions du cerveau qui vont travailler sur la réponse de stress. Donc, d'abord, il y a l'amygdale, donc pas les amygdales qu'on a ici, celle qu'on a dans le cerveau, il ne faut pas la faire enlever. Donc, l'amygdale, qui est une toute petite structure, toute petite comme une petite noix, qui, elle, est impliquée dans la peur. OK? Et c'est essentiel d'avoir peur. Les gens n'aiment pas avoir peur, mais c'est essentiel parce que sinon, on n'aurait jamais survécu à rien. Et aussi dans la détection des dangers. Et donc, il y a cette amygdale-là. Donc, quand l'amygdale détecte un danger, une menace, quand on dit détecter, c'est l'amygdale qui va détecter la menace, va créer une réponse de peur. Et ça va activer l'axe hypothalamo-pituito-surrénalien. Vous allez produire des hormones de stress. Le problème est, vous allez vouloir terminer d'en produire parce que sinon, vous allez tomber en stress chronique et mourir dans quelques années. Et donc, pour faire ça, vous avez 2 autres régions qui vont venir jouer. Donc, on va avoir l'hippocampe, qui est une structure qui est impliquée beaucoup dans la mémoire, qui va venir inhiber
la production d'hormones de stress et ce beau gros lobe frontal à l'avant qui va aussi énormément inhiber. Donc, on a peur, on produit des hormones de stress, on va avoir le fight or flight, le combat-fuite. Il va falloir faire cesser la réponse et ces deux régions vont venir inhiber la réponse de stress. Ok, je vois. Donc, le stress est vraiment corrélé avec la réaction fight or flight, qui était important à notre survie à l'époque. Mais est-ce que ce ne serait pas un peu trop exagéré de nos jours? Parce que le stress, ça arrive à tout le monde, tous les jours, à n'importe quel âge. Par exemple, le stress d'un enfant de 5 ans ne sera pas le même qu'un adolescent ou qu'un adulte ou qu'une personne âgée. Ben, si on a tous la même réaction, comment ça se fait que... Est-ce que c'est encore approprié de nos jours ou c'est quoi la différence? C'est une excellente question et on s'est beaucoup posé cette question-là parce qu'on s'est dit, écoutez, il n'y a plus de mammouth. On n'est pas dans un terrain de guerre, nous, là. On est dans un pays riche, éduqué. Et pourtant, tout le monde n'arrête pas de dire qu'ils sont stressés, je les crois. Et quand on mesure leurs hormones de stress, ils le sont. Comment ça se fait? On n'a jamais été autant en sécurité dans toute l'histoire de l'humanité et pourtant, on souffre de stress. Et on s'est rendu compte que c'est assez simple. C'est que le cerveau est un peu stupide. C'est comme s'il n'avait pas encore compris qu'on est en 2025 et donc il ne fait pas encore la distinction entre un stress absolu et un stress relatif. Un stress absolu, c'est une menace réelle à votre survie. Hein, quelqu'un rentre ici et crie « au feu ». On ne va pas commencer à jaser, on va quitter. On va avoir une réaction de peur et c'est celle qui va activer le système endocrinien qui va nous faire réagir. Parce que juste avoir peur, si on ne réagit pas, bien, on va geler sur place puis on va se faire manger par le mammouth. Là. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et ça, on n'en a plus beaucoup aujourd'hui. On en a encore. Si quelqu'un m'écoute, puis son père ou sa mère a une maladie incurable, dangereuse pour la vie, oui, c'est un stress absolu. D'accord? Mais on ne parle pas de ça ici. Ce qu'on vit dans tous les jours, c'est des stress relatifs. Et voici le problème auquel nous, les chercheurs, on faisait face et qui nous a menés à comprendre ça. Si je vous amène les deux dans mon labo, et les deux, je vous expose à un stresseur, et ce n'est pas obligé d'être un stress absolu, ça peut être n'importe quoi, et je mesure vos hormones de stress. Bien, toi, tu peux avoir une forte réponse de stress, tu vas produire beaucoup d'hormones de stress, et toi, pas du tout. Et c'est ça qui rendait l'étude du stress si complexe, parce qu'on se disait, on ne va jamais savoir ce qui stresse les gens, ça ne va jamais marcher. Jusqu'au jour où des chercheurs ont dit, OK, mais il doit y avoir des caractéristiques d'une situation qui vont faire que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, l'âge que vous avez, vous allez produire cette réponse de stress-là. Et ils ont trouvé ces fameuses 4 caractéristiques dont je parle constamment, qui vont faire en sorte que peu importe l'âge que vous avez, vous allez stresser. Ce qui est important de comprendre, c'est que les 4 caractéristiques que je vais vous décrire sont additives, c'est-à-dire que plus il y en a percé, mais une situation ne doit pas nécessairement avoir les 4, plus il y en a percé. Alors, pour que vous génériez, puis moi, je fais ça dans mon labo à temps plein, moi, j'ai un bel emploi, je suis payée pour stresser des gens. Et donc, pour que vous stressiez, vous devez avoir l'impression, et ça, c'est important, l'impression que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. La situation doit être imprévue ou imprévisible. Elle doit être nouvelle. Et votre ego, votre personnalité doit se sentir menacée. Quelqu'un qui remettra en question ta capacité de bien faire ton balado, bien, un petit feeling que tu as, c'est une réponse de stress. Donc, et l'acronyme qu'on utilise toujours, c'est CINE. Le stress, c'est du CINE pour se souvenir de ces 4 caractéristiques-là. Et ça, aujourd'hui, on a beaucoup de nouveautés, imprévisibilité. Et donc, on commence à comprendre pourquoi, même aujourd'hui, dans un monde où il n'y a pas de stress absolu puis une génération de peur très, très forte, ça va avoir un impact. Mais revenons à la peur, parce que c'était votre sujet. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on peut s'auto-générer du stress. Je peux me faire peur toute seule. Si je n'arrête pas de me projeter dans le futur puis de me dire que tout va mal aller et que tout va être menaçant, mon cerveau va faire son travail, il va dire « Ah ah! Une menace! » Et tant aussi longtemps que je vais lui dire qu'il y a une menace, qu'elle soit réelle ou dans ma tête, c'est la différence entre le stress et l'anxiété, le cerveau va détecter une menace et va produire des hormones de stress. Souvent, les jeunes me demandent, Sonia, c'est quoi la différence entre stress et anxiété? Et j'utilise toujours l'analogie du mammouth pour les faire jouer. Et je leur dis, ben, c'est pas compliqué, c'est la localisation du mammouth. Dans le stress, le mammouth est directement devant toi, prêt à t'attaquer. Et dans l'anxiété, le mammouth est dans ta tête. Mais pour ton cerveau, que le mammouth soit devant toi ou dans ta tête, c'est la même menace. Il va produire une réponse de stress. Et c'est là qu'on commence à mieux comprendre comment, dans certaines conditions, on arrive à s'autogénérer du stress de nos jours. OK, je vois. C'est vraiment intéressant comment le cerveau, vraiment, il interprète tous ces signaux, qu'ils existent en vrai ou pas. Mais vous avez mentionné plusieurs fois les hormones du stress. C'est quoi quelques exemples d'hormones du stress communs? Et surtout, qu'est-ce qu'ils font dans le corps? Ben, en fait, vous avez les hormones qu'on connaît très bien, l'adrénaline, la noradrénaline. Et moi, l'hormone qui m'a le plus intéressée, je vais vous dire pourquoi,
Ce sont les glucocorticoïdes, donc l'hormone la plus connue, c'est le cortisol chez l'humain, corticostérone chez l'animal. L'adrénaline puis la noradrénaline, je les appelle les guerrières. Pourquoi? Parce que quand elles sont produites, c'est elles qui vous disent que vous êtes stressé. Donc, elles vous donnent l'information. Admettons, je t'amène dans mon labo et je te stresse et après, je dis, OK, sur une échelle de 1 à 10, à quel point étais-tu stressé? Tu me dis 12. Et là, je te dis, OK, sur quoi tu t'es fié pour dire ça? Ben, tu te dis, écoute, le cœur me battait, j'avais chaud. Ça, c'est l'adrénaline. L'adrénaline a des effets périphériques et donc, c'est elle qui te dit, fais quelque chose, là. Ouh, t'es stressé. Le cortisol, lui, c'est le guerrier. L'espion, pardon. Lui, on n'a aucune idée qu'on le produit, d'accord? Et contrairement à l'adrénaline, et c'est pour ça que lui m'intéressait particulièrement, le cortisol, contrairement à l'adrénaline, les glucocorticoïdes, dont le cortisol, va remonter au cerveau, passer la barrière hémato-encéphalique, hein, c'est un stéroïde liposoluble et petit, proum, il passe, la noradrénaline, elle va monter, mais ça va être long, donc elle est moins intéressante. Le glucocorticoïde va remonter au cerveau. Et quand il remonte au cerveau, il a une préférence marquée pour les régions, des récepteurs, pour les régions du cerveau qui sont impliquées dans l'apprentissage et la mémoire. C'est pour ça qu'on a de la misère à étudier quand on est stressé. Et pour d'autres régions qui sont impliquées dans notre capacité de contrôler nos émotions. Et là, on a commencé à comprendre comment le stress chronique pouvait nous rendre vulnérables à développer des maladies, par exemple, comme la dépression, l'anxiété. Pourquoi? Parce que le système va toujours fonctionner. Puisque le travail du cerveau, c'est d'assurer notre survie, à chaque fois qu'il va avoir une menace, absolue ou relative, il va produire une réponse de stress. Le cerveau ne dira pas « Mais non, c'est fini, c'est la même chose que la semaine. » Non, 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 il va dire « Prends pas de chance. » Et donc, menace, production, ça remonte. Menace, production, ça remonte. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'à force de remonter tous les jours, à toutes les minutes à votre cerveau, ces hormones de stress-là vont modifier la manière dont vous allez interpréter la prochaine situation. Et là, le verre va commencer à être à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et là, on va commencer à être plus vulnérable à développer ces maladies-là. Donc, c'est vraiment ces domaines de recherche-là qu'on a étudiés depuis au moins 30 ans. OK, je vois. C'est vraiment intéressant. Mais juste avant qu'on continue, j'aimerais vulgariser peut-être un terme qu'on a mentionné. Ce serait la barrière hémato-encéphalique. C'est pas forcément tout le monde qui comprend, qui arrive à se visualiser c'est quoi exactement. C'est juste que sachez que, on le sait, le sang amène les nutriments, l'oxygène, tout ce qui circule dans le corps à toutes nos cellules. Forcément, il doit l'amener aussi au cerveau, mais c'est pas tout ce qu'il y a dans le sang qui va dans le cerveau et aux cellules du cerveau. Il y a une barrière qui sépare justement le sang et le cerveau. Et c'est cette barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et donc, les stéroïdes, les petits stéroïdes comme les cortisols sont une des plusieurs molécules qui sont capables de passer cette barrière. Voilà. Et accéder au cerveau. Voilà. Mais merci, c'était vraiment intéressant ce que vous disiez. Puis ça me fait penser à un livre que vous avez écrit, Par l'amour du stress, où vous parlez un peu de l'effet du stress sur chacun de nous à différents âges. C'est quoi un conseil que vous auriez à donner à peu importe qui vous rencontrez pour gérer ou faire face à ce stress-là? 2 conseils. Est-ce que je peux en donner 2? Oui. Le premier, sachez reconnaître une réponse de stress. Les animaux sont meilleurs que nous pour... on a oublié, nous, l'humain, à reconnaître une réponse de stress. C'est super facile de reconnaître une réponse de stress. Moi, j'ai éduqué mes enfants. J'ai appris à mes enfants à reconnaître une réponse de stress chez des humains en utilisant le meilleur laboratoire humain au monde. Savez-vous, c'est où l'endroit au monde où tous les gens sont stressés, donc vous pouvez aller vous pratiquer pour reconnaître le stress? La maison? Non, l'aéroport. Tout le monde est stressé à l'aéroport, surtout avant les douanes, c'est merveilleux. Moi, j'arrivais toujours quelques heures avant, je m'assoyais avec les enfants. J'ai dit, non, regarde Poutine. Et donc, les enfants, ou quand les gens attendent leur valise. Mais c'est merveilleux. C'est du stress merveilleux. Ah, donc, pour vous, l'aéroport, c'est vraiment un espace d'observation? C'est un laboratoire humain, c'est merveilleux. Tout le monde est stressé, donc j'ai appris à mes enfants à reconnaître. Donc, les gens, ils ne savent plus reconnaître. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent tomber, ils n'écoutent pas le cerveau ou le corps qui envoie plein de messages. Et ils vont accumuler le stress. Et là, ils vont tomber. Quand on le reconnaît, on dit, OK, là, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose, etc. Alors, je vous donne quelques signes. Il y en a plein. Par amour du stress, il y en a plein. Quand vous êtes stressé, quand le stress commence à devenir... Bien, c'est très, très facile. Par exemple, je pourrais vous stresser. Je ne le ferai pas. Et je saurais si vous avez une réponse de stress juste en regardant vos yeux. Pourquoi? Et tous les signes que vous allez avoir, c'est fait pour vous aider à survivre s'il y avait vraiment un mammouth qui débarquait. D'accord? Et donc, si je vous stresse... Puis je regarde vos yeux, votre pupille va se dilater. Et pourquoi votre pupille se dilate? Pour laisser rentrer plus de lumière dans l'œil.
Pourquoi? Pour que vous voyez dans le noir. Pourquoi? Au cas où votre mammouth vous attaque de nuit. OK? Et donc, la prochaine fois que vous serez stressé, regardez autour de vous. Vous allez voir mieux. Vous allez voir plus loin, etc. C'est très facile de reconnaître une réponse de stress chez quelqu'un. Une deuxième chose qu'on va voir, ça, je le vois beaucoup quand les gens attendent leur valise, le regard se met à butiner. C'est merveilleux. Alors, vous regardez quelqu'un, puis c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le cerveau cherche des menaces. Mais comme mon Dieu, où suis-je? Il y a beaucoup de menaces. Et donc, à l'aéroport, c'est merveilleux. Non, mais t'as la carte d'embarquement, t'as-tu le passeport? Tout le monde court après quelque chose, c'est merveilleux. Un autre signe qui ne ment jamais, particulièrement chez les enfants, mais aussi chez les adultes, mais chez les enfants, l'enfant va arriver en disant « Papa, maman, j'ai mal au ventre ». Hein, pourquoi est-ce qu'on a mal à l'estomac, mal au ventre? On a de la difficulté à digérer quand on est en stress aigu chronique. C'est très simple, parce que ça prend beaucoup d'énergie pour digérer. C'est très, très énergivore, la digestion. Et c'est comme si le cerveau disait, lui dont le travail est d'assurer la survie, c'est comme si le cerveau disait, écoute, c'est pas le temps de digérer, là, c'est le temps de tuer un mammouth. Alors, toute l'énergie que tu vas prendre pour digérer, je vais la prendre, puis je vais l'envoyer dans tes muscles pour te donner la force dont tu as besoin pour tuer ta menace ou la combattre si elle est trop grosse. Et c'est ce qui va faire que la digestion va ralentir et, dans certains cas, cesser. Et c'est ça qui va faire... Et donc, il faut qu'on arrête de se faire croire, quand on est sur le Pepto-Bismol depuis 2 semaines, que c'est à cause du restaurant indien où on est allé manger il y a 1 mois. C'est pas vrai. Il y a des stresseurs en dessous du tapis. Voyez-vous, donc, il y a plein de signes comme ça que les gens laissent passer parce qu'ils ne les voient pas. Et pourtant, c'est très, très simple. Un dernier, la colère spontanée. Tu sais, quand les deux fils se touchent, là, ping, ça, c'est les hormones de stress qui viennent d'atteindre le cerveau. C'est merveilleux, OK? Et donc, il y a plein de signes comme... Moi, c'était le signe quand j'avais de jeunes enfants, c'est difficile. Quand je commençais à perdre patience, en colère spontanée tout le temps, je me disais, OK, j'ai un mammouth en dessous du tapis, je dois aller chasser le mammouth. Donc, ça, c'est le premier conseil. Apprenez à reconnaître les signes de stress. Votre corps, votre cerveau n'arrête jamais de vous envoyer des signes en disant « ouh ». Mais si vous ne les reconnaissez pas, ben il ne faut pas y en vouloir de tomber malade. Je veux dire, il vous a informé puis vous ne l'avez pas écouté, premièrement. Deuxième conseil, cessez d'avoir peur du stress. Vous savez, il y a les écoles qui sont venues nous voir au laboratoire, les écoles secondaires, qui ont dit, écoutez, 67 % des jeunes sont anxieux, c'est la fin. Mais j'ai dit, mon Dieu, la survie de l'espèce est en danger. Qu'arrivera-t-il quand ils vont devenir adultes? Et en parlant avec les professeurs, on a compris que c'était pas clair. De quel type d'anxiété on parle? Parce qu'il y a de l'anxiété normale. C'est normal d'être anxieux, là. C'est pas... Et donc, on est allé dans les écoles et on a montré que ce dont les jeunes souffrent, on appelle ça de la sensibilité à l'anxiété. C'est la peur d'être stressé. Donc, ils sont terrorisés. Et pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont jeunes, à chaque fois qu'ils ouvrent leurs réseaux sociaux, on leur dit que le stress, c'est négatif, toxique et ça va les tuer. Et ensuite, on est surpris quand ils ont une réponse normale de stress avant un examen, bien, qu'ils paniquent, ils sont sûrs qu'ils vont mourir. Et donc, on a induit des préconceptions négatives de stress chez les gens. Les gens sont terrorisés par le stress et donc, ils gèlent sur place. Ils ont peur du stress. En fait, on parlait de la peur. Et ça, ce sont des préconceptions négatives de stress. C'est la faute des chercheurs. S'il y a des préconceptions négatives de stress, et des journalistes. Pourquoi? Les chercheurs, on a étudié seulement les effets négatifs du stress. Pourquoi? Ben, vous le savez comme moi, si je fais une demande de subvention pour étudier les effets positifs, ils vont dire que je suis devenue ésotérique ou je ne sais pas quoi. Mais mon travail, c'est de régler un problème, n'est-ce pas? Et les journalistes rapportent nos résultats. Alors quand vous ouvrez vos réseaux sociaux, c'est toujours les effets négatifs du stress. Et regardez bien, les chercheurs ont pris... Il y a des gens qui ont des préconceptions positives. Hein? Par exemple, les athlètes ont des préconceptions positives de stress. Ça fait longtemps qu'ils ont compris que le stress augmente la force physique. Si vous avez une compétition de judo demain, ça vous tente d'être un peu stressé. Et les comédiens. Moi, il y a une dame très connue qui m'a dit, moi, Mme Lupien, la seule fois où j'ai pas eu le trac, j'ai été vraiment moche. Alors, regardez bien. Ils ont fait venir au labo des gens qui avaient des préconceptions négatives de stress et des gens qui avaient des préconceptions positives de stress. Ils ont mesuré les hormones de stress de ces 2 groupes-là. Et ils ont montré que les gens qui avaient des préconceptions négatives de stress produisent significativement plus d'hormones de stress, c'est quelque chose, ça, que celles qui ont des préconceptions. Donc, la manière dont vous concevez le stress comme étant positif ou négatif va déterminer si vous allez produire une réponse de stress. Comprenez-vous la force de ça? Et donc, il va falloir qu'on change la façon dont on voit le stress parce qu'on se fait peur soi-même. C'est du stress autogénéré. Donc, on peut prendre le contrôle de notre stress et l'utiliser. Wow. Le stress relatif. Vous ne serez jamais capable de contrôler une réponse de stress absolue. Elle est là pour vous sauver la vie.
Ok. La réponse, elle est créée. Le stress absolu, je vous donne un exemple qui nous arrive de l'Ukraine. Il y a cette image qui a roulé sur les réseaux sociaux au début de la guerre. Et vous l'avez sûrement vu passer. On voit cette jeune fille toute menue. Elle est de dos. Et elle se sauve de son village qui vient d'être bombardé. Et elle est toute menue. Et sur l'image qu'on voit, ça fait 17 km qu'elle marche avec son vieux berger allemand sur les épaules parce qu'elle ne voulait pas le laisser derrière tout seul. Ça pèse combien, un berger allemand? 35 kilos au moins? Je peux vous jurer que sans réponse de stress qui a augmenté sa force physique de 6 à 10 fois, c'est ça que ça fait, cette jeune fille n'aurait jamais été capable de marcher 17 km avec son vieux chien. Et je suis persuadée qu'elle a fait un autre 17 km sans s'en rendre compte. Donc, vous ne pourrez jamais contrôler une réponse de stress absolu, mais une réponse de stress relatif, oui. Et c'est là qu'on est rendu à se rendre compte que la manière dont on conçoit, et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'accepte de faire un podcast, etc., c'est sûr et certain, je me suis donné comme règle maintenant de toujours au moins parler des effets positifs pour arrêter la peur du stress qu'on a instauré chez les gens sans le vouloir, bien évidemment. Franchement, merci beaucoup parce que c'est un peu l'un de nos buts aussi, c'est de pas juste vulgariser, mais de démystifier certains thèmes et topics. Mais ça, justement, avec les connotations positives du stress que peu de gens connaissent, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on remarque une réponse de stress pour nous aider à pas que ça devienne un peu un cercle vicieux de on s'auto-stresse, on s'auto-fait peur, Ouais. et qu'après ça peut mener à des effets plus négatifs que positifs. Bonne question. On a fait un programme pour les jeunes dans les écoles qui s'appelle Déstress et Progresse, parce qu'il y avait trop d'anxiété dans les écoles. Et on a fait des ateliers là-dessus. C'est pas compliqué. En 1997, quand je faisais mon postdoc, j'ai montré la présence d'une courbe en U inversée à l'envers entre le stress et la performance. Donc, un peu de stress, ça augmente la performance. On le sait. Et à un certain niveau de résistance, là, on va avoir les effets négatifs. D'accord? Et donc, on comprend le pouvoir de ce qu'on se dit. On est d'accord? Alors, on dit aux jeunes, quand tu as une réponse de stress, et là, tu le sais parce que tu es capable de la reconnaître. Je t'ai montré comment la reconnaître. Quand tu as une réponse de stress, par exemple, avant un examen, dis-toi, et je sais que ça fait ésotérique, c'est un cerveau qui contrôle. C'est facile à comprendre une fois qu'on y est. Fais juste te dire 3 fois, ceci n'est pas un stress, c'est un challenge. Parce que si tu dis que c'est un stress impossible à gérer, tu vas produire tellement d'hormones de stress, tu vas être du côté négatif de la courbe. Mais si tu dis que c'est un défi puis un challenge, I got this, tu vas produire juste assez d'hormones de stress pour augmenter ta performance. Et je vais vous résumer l'étude la plus intelligente, la plus simple, jamais effectuée pour démontrer ça. Et si je n'arrive pas à vous convaincre avec ça, j'arriverai jamais. Mon collègue Jeremy Jamieson aux États-Unis à l'Université Rochester a pris des jeunes enfants de 10 ans et les a exposés à un stresseur puis a mesuré leur mémoire. Donc, est-ce que ça va monter ou ça va descendre? D'accord? Et là, il a séparé le groupe en 2 sous-groupes. Un premier sous-groupe, il a dit aux enfants, « Bon, là, je vais te stresser. Et pour que tu reconnaisses le stress, bien, le stress, c'est, tu sais, le nœud que tu as dans ton ventre, là. Oui. C'est ça, le stress. Puis ensuite, il a exposé un stresseur, mesuré la mémoire. À l'autre groupe d'enfants, il a dit, « Bon, je vais te stresser. Et là, pour que tu reconnaisses le stress, bien, le stress, c'est, tu sais, les papillons que tu as dans ton ventre. » Et il les a exposés à un stresseur et a mesuré leur mémoire. Et les résultats ont montré que quand on leur dit que c'est un nœud, les enfants ont peur, ils vont produire énormément d'hormones de stress, ça va diminuer leur mémoire. Et quand on leur dit que c'est des papillons, ils produisent juste assez d'hormones de stress pour augmenter leur mémoire. Donc ça, là, c'est la force de nos propres préconceptions de stress. Parce que si vous dites à votre cerveau, c'est une menace, il va faire son travail. Il va le faire. Il va dire, écoute, tu me le dis, je peux pas te croire, c'est toi. Puis moi, je suis dans toi. Fait que si tu me dis qu'il y a une menace, bien, j'y vais. Et donc, vois-tu, c'est ce qu'on appelle maintenant le stress autogénéré. On s'en rend pas compte, mais c'est une façon de l'autogénérer. Mais c'est une façon, et c'est pour ça que maintenant, on va dans les écoles pour changer les préconceptions et parler du stress positif aux enfants, parce que le stress a beaucoup d'effets positifs. OK. Et une fois qu'on arrive à, on va dire, apprivoiser ce stress relatif, ça revient à une des choses que vous avez dit au début, les facteurs. Donc, le fait un des facteurs, c'était qu'on n'ait pas le contrôle. Ben, du coup, si on arrive à l'apprivoiser, à l'identifier, à le comprendre, on a le contrôle et ça fait un facteur de moins. Voilà, tu as tout compris. Ce qu'on appelle dans mon domaine la déconstruction et la reconstruction du stress. C'est-à-dire que le problème avec le stress, comme je vous dis, ça a été tellement charrié comme terme que quand on est stressé, on ne sait pas. On a quelque chose, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, ce qu'on fait faire, par exemple, on a un tableau de déconstruction de stress. Vous pouvez le faire maintenant. Vous avez 4 colonnes.
Dans la première colonne, vous allez écrire toutes les situations qui vous stressent pendant 7 à 10 jours. Et dans les 4 autres colonnes, il y a 5 colonnes. Dans les 4 autres colonnes, il y a notre fameux ciné. Contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Et là, pour chacun des stresseurs que vous allez écrire, le jeu, c'est de vous demander de faire un X sous la caractéristique qui décrit laquelle des caractéristiques. Par exemple, vous avez eu une dispute avec votre partenaire de vie. Vous dites, OK, ça, c'est mon stresseur. Ça m'a stressé parce que je n'avais pas le contrôle et c'était menaçant pour mon ego. Mettez-vous X. Et là, vous faites ça pendant 7 à 10 jours. Et après 7 à 10 jours, calculez le nombre de X dans chacune des catégories. Il y a une des catégories ciné pour lesquelles il va être plus souvent entouré. C'est la caractéristique à laquelle vous êtes sensible. Possible que vous soyez sensible au contrôle. Moi, je sais que c'est l'imprévisibilité. Et je sais pas, moi, toi, ça peut être la nouveauté. C'est énorme ce qu'on sait, là. Moi, si je sais que c'est l'imprévisibilité, j'ai toujours dit à mes étudiants dans mon labo, demande-moi pas une lettre de référence la veille. No. 2 semaines d'avance, parce que ça va beaucoup trop me stresser. Une fois que tu as déconstruit le stresseur, tu sais pourquoi ça te stresse dans le ciné, tu vas reconstruire le stresseur. C'est là que tu vas dire à ton cerveau, calme-toi le pompon, ce n'est pas un mammouth, j'ai le contrôle. Et donc, pour faire ça, tu vas essayer de trouver des plans B, C, D, tu vas essayer de chercher un plan jusqu'à ce que tu aies l'impression qu'il fonctionne. Par exemple, les disputes avec mon conjoint, ça me stresse parce que je n'ai pas l'impression d'avoir le contrôle. Alors, je vais me poser la question, que puis-je faire pour avoir l'impression d'avoir plus de contrôle sur mes conflits de couple? Plan B, je divorce. Est-ce que c'est ce que je veux? Non. Ben, j'ai besoin d'un plan C. Plan C, je vais en parler à mon conjoint. Est-ce que je pense que ça va fonctionner? Non, il ne m'écoutera pas, il est trop stressé. OK, plan D. J'y écris une lettre. Ça va fonctionner. Ça a toujours marché. C'est beau. Quand vous avez trouvé le plan que vous êtes certain qu'il fonctionnerait, c'est tout. Voici l'information importante. 95 % des gens ne mettront jamais en action le plan qui fonctionnerait. On s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on a montré que le seul fait de l'avoir, quand vous avez ce stresseur en particulier, vous ramenez à la conscience le plan qui fonctionnerait. Ça dit à votre cerveau que vous avez le contrôle. C'est tout ce dont il a besoin pour arrêter de produire une réponse de stress. Comme je dis toujours, n'allez plus jamais devant un stresseur sans plan B. C'est l'équivalent de chasser un mammouth, pas de lance. Tout simplement. OK. Donc, c'est vraiment intéressant tout ça, tout l'aspect vraiment de comment apprivoiser le stress et tout. Mais j'aimerais peut-être changer un peu de sujet, enfin pas trop, mais parler d'autre chose. C'est un deuxième livre que vous avez écrit, c'était « À chacun son stress ». Pourriez-vous nous en parler un peu plus? Oui, bien ça, c'est basé sur un résultat que j'ai eu à l'an 2000 où j'ai démontré pour la première fois les effets de débordement du stress parental sur les enfants. J'ai montré que plus papa et maman est stressé, plus son propre enfant produit des hormones de stress. Et des hormones de stress dans un cerveau en développement, c'est pas toujours une bonne idée. Alors, j'ai écrit ce livre-là pour résumer les effets du stress sur le développement du cerveau de l'enfant et je suis à réécrire le livre. Donc, ne l'achetez pas tout de suite. Achetez-le dans 1 an et demi. Pourquoi? Parce que ce livre-là rendait les parents coupables. Je veux dire, si je vous dis comment votre stress déborde sur votre enfant puis que, bon, le stress dans le cerveau de votre enfant, c'est pas une bonne idée. Puis c'est pas le but des chercheurs. Le but, c'est pas ça. Et ce que les gens n'avaient pas, j'avais l'impression que les gens n'avaient pas compris, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le stress que vous avez vécu dans l'enfance a modelé la personne que vous êtes devenue. Et donc, ce qui est bon pour vos enfants, c'est bon pour vous aussi. Quand on arrive à l'expliquer pour nous, et c'est ça que je veux faire, c'est-à-dire de changer le vent de côté et de dire, OK, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on pense aujourd'hui, comment est-ce qu'on agit, en quoi est-ce que le stress peut avoir contribué ou pas. Le stress et l'adversité, c'est très différent. L'adversité, c'est pire. Puis ensuite, on va essayer de ne pas le faire à nos enfants. OK, ça va être à peu près ça. Et donc, ça, c'est ce livre-là pour... c'est un livre difficile à écrire parce que c'est difficile pour les parents de ne pas penser que c'est leur faute ou quoi que ce soit, mais c'est pas la faute. C'est ça que les gens doivent comprendre. J'ai fait une chronique là-dessus récemment. Les chercheurs montrent qu'il n'y a aucun style parental mieux qu'un autre. Et c'est toujours comme ça avec le stress. Stress égale différence individuelle. Pour survivre, il faut qu'on soit différents les uns des autres. Les études ont montré que si on était tous pareils, on meurt. C'est sûr et certain qu'on meurt. Il faut qu'on soit différents les uns des autres. Et non seulement ça, si jamais vous avez des enfants, vous en aurez plus tard. Et les parents qui m'écoutent, vous allez le savoir. Vous avez 3 enfants, il n'y en a pas un pareil. Ils ont des personnalités complètement différentes. C'est la nature qui s'assure. Pourquoi? Parce que s'il arrive un feu, il y en a un des 3 qui va survivre, il va y penser. OK? Et donc, puis ça me ramène un peu à l'anxiété dont on parlait. Les gens qui ont une personnalité anxieuse,
c'est des gens qui ont une faible résistance au stress. On s'entend? Je veux dire, ça ne prend pas beaucoup de stress avant de les énerver. À l'autre bout du continuum, il y a des gens qui ont une très forte résistance au stress. Et souvent, les compagnies, par exemple, disent « Moi, j'aimerais engager juste des gens qui ont des fortes résistances au stress. » Ça fonctionnerait. Bien, moi, je leur dis « Vous feriez faillite en 24 heures. » Parce que les chercheurs le savent très bien. Si tout le monde avait une forte résistance au stress, on ne fonctionnerait pas. On a besoin des anxieux. On a besoin des gens qui ont des faibles résistances. Je vous explique, on va retourner dans la préhistoire. On est tous, nous, là, dans la préhistoire, dans notre petite tribu. Nous sommes à faire notre petite chose. Et là, 3-4 mammouths débarquent. Qu'est-ce qu'on doit faire pour survivre? Bien sûr, ça prend les mecs avec une forte résistance au stress qui sont assez fous pour prendre une lance puis aller chasser la dite chose. Mais pour survivre, on ne peut pas avoir juste ça. Pour survivre, il faut que ceux et celles qui ont une faible résistance au stress aient la brillante idée de ramasser les bébés, ramasser la nourriture, aller se cacher dans une grotte dans laquelle elles auront au préalable pensé à mettre des doudous chaudes pour pas qu'on meure de froid. C'est pour ça qu'on a besoin des gens qui ont une faible résistance et des gens qui ont une forte résistance. Donc, il n'y a pas de modèle. C'est la variabilité individuelle qui va nous sauver. Puis, je me demandais, cette variabilité-là, est-ce que, oui, ça vient du stress qu'on a eu pendant notre enfance, mais est-ce que c'est juste la quantité de stress qu'on a reçu ou il y a différentes sortes de stress qui peut-être affectent différemment notre développement? Puis en fait, non, mais les différences individuelles qu'on voit, c'est pas juste le stress. Hein? Tu as énormément des différences de tempérament qui sont déterminées génétiquement. Il y a plein de choses. En sciences, dans mon monde à moi, je ne sais pas pour vous, dans votre département, mais dans mon monde à moi, on a une drôle d'habitude. On commence toujours par mesurer l'intensité. Beaucoup de stress, c'est pas bon. Pas beaucoup de stress, c'est bon. Puis après ça, on montre qu'il y a une courbe en U inversée, blablabla. Ça prend toujours quelques siècles avant qu'on dise « Ah, la nature de la chose pourrait avoir un impact. » On commence, il y a quelques années, pas plus, à se demander si la nature du stresseur aurait un impact, la nature de l'adversité précoce. Quand je te parle d'adversité précoce, c'est un peu pire que du stress normal. Abus physique, abus sexuel, négligence, bon, etc. Et donc, ce qu'on faisait, on calculait il y en avait combien, puis plus il y en avait, plus les gens étaient vulnérables à développer des troubles mentaux à l'âge adulte. Mais là, on commence à se séparer. OK, mais j'ai lu un article récemment, j'ai révisé un article justement où il montre qu'on pourrait penser que l'abus a des impacts plus forts que la négligence. Il semble que non. De négliger un enfant en développement, ça peut avoir des impacts aussi importants. Donc, on n'a pas encore de réponse à ta question, mais on commence à l'étudier. Pour encore une fois sauter du coq à l'âne, moi j'ai une question qui me reste en tête depuis un bout de temps et j'aimerais le savoir, c'est, OK, la peur, elle est là pour nous garder en vie. C'est pas forcément quelque chose qui est plaisant à vivre, mais pourquoi est-ce que certaines personnes, dont moi, aimons les films d'horreur ou les parcs d'attractions? C'est la peur, oui, mais c'est le même stress. Notre cerveau, il le vit comme un danger. C'est du stress pour lui. Donc, pourquoi il y a des gens qui aiment ça? Est-ce que vous aurez une réponse? Variation individuelle. Toujours? Oui, je pense que oui. Puis j'aurais tendance à vous dire, si je mesurais le volume de votre amygdale, ce que j'ai fait dans le cadre de d'autres études, bien, il y aurait des variabilités, tout simplement. C'est-à-dire que des grosses amygdales pour qui ça va prendre beaucoup de stimuli avant d'avoir peur. Puis qu'est-ce qui me fait penser à ça? Je vous donne un exemple. Le cerveau, avant, on pensait qu'il était développé à la naissance comme chez les rats. Ce n'est pas le cas. OK? Il n'est pas chez l'humain, il n'est pas développé à la naissance. Il se développe très, très tranquillement jusqu'à l'âge de 29 ans. Comme je le dis toujours, un jour, vous allez vider le lave-vaisselle, faire plaisir à vos colocs. Là, c'est vers 29. OK? Mais d'ici là, c'est correct. Et les 3 régions du cerveau dont je vous ai parlé qui sont impliquées dans la réponse de stress, l'amygdale, l'hippocampe et le lobe frontal, ne se développent pas au même moment. Donc, l'amygdale, parce que là, on parle de l'amygdale. Bien, en fait, l'hippocampe, il se développe entre 0 et 2 ans. Et donc, c'est vers 2 ans qu'il va être terminé et ça explique ce qu'on appelle l'amnésie infantile. Hein? La première mémoire, le premier souvenir que vous avez, c'est jamais avant 2 ans. Okay, là? Donc, c'est une fois que l'hippocampe a été terminé d'être produit, d'être mis en place, que là, on a commencé à encoder puis à garder en mémoire les événements qui nous arrivaient. D'accord? L'amygdale commence à se développer vers l'âge d'1 an. Il va se développer très, 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 très doucement, développer, grossir, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ça explique les ados et la recherche de sensations fortes. Vous regardez un ado, là, il va se lancer d'un avion à 200 000 pieds dans les airs sans parachute, puis ça va très bien, sa vie. Et le meilleur exemple, c'est ma fille. Ma fille, à 13 ans, écoutait le film L'Exorciste, seule à la maison, dans le sous-sol, toutes les lumières éteintes. OK.
aujourd'hui, vers l'âge de 18-19, elle était incapable de même voir une annonce d'un film d'horreur très, très de bas niveau. Mais j'ai dit, t'as pas d'amygdale. Il n'est pas sorti encore. OK, donc il y a vraiment eu un changement, oui, un U-turn énorme. vraiment. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient vous le dire, là, je suis dans vos auditeurs, mais vous étiez capable de faire des choses, de regarder des films d'horreur vers cet âge-là que vous ne seriez plus capable de faire aujourd'hui. Et ça va avec le développement. Donc, je pense que vraiment, ça a à voir avec la structure. Et bien sûr, il y a des différences individuelles. Parce que si on avait tous peur de la même manière, Mammouth débarque, on s'évanouit tous la gang, c'est fini. Ça n'en prend qui reste debout. L'humanité n'aurait pas duré très longtemps. Non. C'est toujours ça. Il faut accepter les différences individuelles. Moi, quand les gens me disent « nous allons tous là, c'est la solution », je leur dis « vous n'avez vraiment pas compris la nature humaine. » Il n'existe aucune méthode universelle pour négocier le stress et il n'y en aura jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que ce qui te stresse toi, c'est pas toi. Et donc, ce qui fonctionne pour toi, ça ne fonctionne pas pour toi. Et tu sais quoi? Ce qui fonctionne pour toi cette année, là, ne fonctionnera pas l'année prochaine. Et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est correct, le cerveau, il part dans toutes sortes de directions. Et donc, n'oubliez jamais, c'est d'avoir un esprit fluide par rapport au stress qui va nous aider. Et c'est pour ça que j'aime pas voir souvent des gens qui vendent toutes sortes d'affaires puis vous disent les 12 étapes. Puis ça induit, on est en train d'étudier ça, nous, en sciences, ça induit ce qu'on appelle de l'optimisme cruel. On s'intéresse aux influenceurs, aux influenceuses. C'est comme, OK, mais tu n'as pas d'impact, toi, là. Tu en as des impacts. Pourquoi? Bien parce que c'est quoi l'optimisme cruel? C'est quand le fait de croire à quelque chose qui devrait te faire du bien, parce que ça fait du bien à tous les gens avant toi, fait que tu te dis, ben moi aussi. Puis tu te rends compte que ça ne te fait pas du bien. À la longue, ça a des impacts stressants très importants. Donc, il faut essayer d'éviter cet optimisme cruel-là, puis dire, bien, chacun sa méthode qui fonctionne le mieux à ce moment-là de notre vie. Vous avez parlé d'impact stressant. Est-ce qu'il y a d'autres impacts? Oui, l'activation continuelle de notre cerveau par rapport au stress, mais est-ce qu'il y en a d'autres dans notre corps qui feraient qu'à long terme, le stress devient négatif, même si peut-être dans le moment, il y a une connotation positive? Oui, absolument. Donc, tu as la différence entre le stress aigu et le stress chronique. À chaque fois que le stress est aigu, il est nécessaire à la survie, il est parfait. OK? T'en as besoin. Même aujourd'hui. Des fois, les gens me disent, Sonia, il n'y a plus de mammouth. Je dis, c'est correct, je le sais. Je dis, si on n'avait pas de réponse aiguë de stress, on serait tous morts sur Édouard Montpetit. Pourquoi? Bien, parce qu'on n'allumerait pas que l'autobus qui s'en vient, c'est une menace, et donc on continuerait de traverser la rue, on serait écrasé. Au lieu d'avoir, le mouvement de recul qui nous ramène sur le trottoir, bien, c'est ça, une réponse de stress. Donc, c'est très aigu. L'affaire, c'est que le système va toujours fonctionner. Je te l'ai dit tantôt. Donc, si il y a des menaces tout le temps, soit parce qu'il y a vraiment des menaces, ton père a une maladie incurable ou quelque chose de même, ou tu l'autogénères toi-même, bien, le système fonctionne. Menace, produit, remonte, menace, produit, remonte. Et donc, qu'est-ce qui va arriver à la longue, comme je disais? Il va y avoir des désordres physiques qui vont apparaître, OK? Toutes sortes de désordres physiques qu'on connaît. Et certaines, ça va changer la manière dont tu vas interpréter. Quiconque ici qui m'écoutait, puis si vous avez dans votre environnement quelqu'un qui souffre d'une dépression, d'une anxiété ou d'un épuisement professionnel, vous le savez qu'il ne pense pas comme vous. Hein, des fois, on dit, voyons, il n'arrête pas de voir le négatif. C'est ça. C'est un cerveau qui essaye de faire du sens de toutes ces menaces-là. C'est comme si le cerveau disait, mais t'es rendu où? Il y a bien trop de menaces. Et c'est là qu'on essaie de travailler là-dessus. Fait que ça, c'est oui à long terme, mais c'est réversible. Vous comprenez? Parce que ça, c'est quelque chose que je veux que les gens comprennent. On n'est pas si fragile. On n'est pas fragile. On a survécu aux mammouths. On a survécu aux temps médiévaux où des pas-fins rentraient dans un village, violaient les femmes, tuaient les enfants, coupaient leur tête, mettaient ça sur un pic à l'entrée. On a survécu à ça. On n'est pas si fragile. On est des super guerriers. On est trop dans notre tête, on parle trop, puis ça va nous activer. Mais si on était si fragile qu'on en parle actuellement, on n'aurait jamais survécu. C'est ça qu'il faut toujours se rappeler. C'est ça qui est important. OK. Et maintenant, j'aimerais parler de votre troisième livre, Le stress au travail versus le stress du travail. Déjà, titre un peu confusant. Donc, ça raconte quoi? Ben, en fait, ce livre-là, je l'ai écrit parce que moi, je suis devenue stressée. Parce que quand la pandémie est arrivée, puis qu'on s'est retrouvés tous et toutes en télétravail à temps plein, j'avais plein de gens qui m'écrivaient puis qui disaient « Sonia, je ne serai plus jamais stressée. » J'ai dit « Ah bon? Pourquoi? » Écoute, je suis en télétravail temps plein à la maison. J'ai pu aller au bureau, travailler avec les gens pas gentils.
J'ai pu être pris dans le trafic, etc. Je ne serai plus jamais stressé. Et c'est là que moi, j'ai commencé à stresser parce que on savait, nous, les chercheurs, que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas le stress au travail, dans nos milieux de travail qui nous tue. C'est le stress du travail. C'est la manière dont on travaille qui va générer du stress. Et ça, peu importe où on est, qu'on soit au bureau, à l'université, à la maison, au sommet d'une montagne à Bali. Et donc, j'ai écrit ce livre-là pour expliquer un peu toute la science autour de cette notion d'attention fragmentée. Parce que ce que les chercheurs ont compris, c'est que quand les nouvelles technologies sont arrivées au début des années 90, vous n'étiez peut-être même pas encore là, j'y étais. Les gens qui nous ont vendus, parce que c'est des gens qui nous ont vendu ces technologies, ce n'était pas basé sur la science, que ce soit Internet, le courriel, etc., nous ont dit, écoutez, ça va tellement augmenter la vitesse de communication, ça va tellement nous rendre efficaces que la semaine de travail de 4 jours va finir par arriver. Bien, on l'attend encore. Puis aujourd'hui, on envoie des courriels de Costco un samedi matin à quelqu'un au travail, là. Et donc, pourquoi? Parce que ce que ces nouvelles technologies-là ont fait, c'est qu'elles ont créé de l'attention fragmentée pour le cerveau. C'est-à-dire que, c'est quoi l'attention fragmentée? C'est de faire du multitâche. Et le problème, c'est que les gens pensent qu'un cerveau humain est capable de faire du multitâche. Or, c'est faux. Le cerveau humain n'est pas capable de faire du multitâche. Et mesdames, vous n'êtes pas meilleurs que ces messieurs pour faire du multitâche. Donc, on pensait que les humains étaient capables, ils ne sont pas capables. En fait, quand je vous demande de faire 2 tâches, vous n'allez pas faire boum, les 2 tâches en même temps. Ce que vous allez faire, c'est ça. Votre cerveau va prendre votre attention, il va l'amener sur la tâche 1, vous allez travailler un petit peu sur la tâche 1. Ensuite, votre cerveau va ramener l'attention au milieu, va l'amener sur la tâche 2, vous allez travailler un petit peu sur la tâche 2. Il va revenir au milieu, puis voilà. Donc, votre cerveau va constamment fragmenter votre attention en 2 tâches. Et ça cause de l'interruption. Okay? Et donc, il y a une chercheure qui s'appelle Gloria Marks qui a étudié toutes les chiffres. Ça va dans les bureaux ou dans les bibliothèques ici à l'université, met des caméras infrarouges pour regarder votre regard. En tout cas, bref, elle mesure tout. Et elle donne des chiffres de fragmentation de l'attention maintenant quand on travaille avec, que ce soit courriel, Internet, etc. Donc, vous interrompez de faire on interrompt ce qu'on est en train de faire pour faire autre chose à toutes les 3 à 6 minutes. Les gens prennent en moyenne leur courriel 77 fois par jour. Et quand les journalistes demandent à Gloria Marks c'est quoi l'outil de destruction massive de l'attention fragmentée, c'est le courriel. Et à chaque fois qu'on fait de l'attention fragmentée, nos hormones de stress augmentent, c'est ça qu'il faut comprendre. Les gens ont en général entre 5 et 11 fenêtres d'ordinateur ouvertes en même temps sur leur ordinateur et ils passent 75,5 secondes par fenêtre avant de changer de fenêtre. Quand vous êtes en train de travailler sur quelque chose et vous entendez « ding » d'une notification à l'intérieur d'une période de 0,62 secondes, vous cessez tout ce que vous faisiez pour aller voir c'était quoi, donc vous interrompez. Et voici l'information importante. Ce qu'elle a montré, c'est qu'à chaque fois qu'on interrompt ce qu'on était en train de faire pour faire autre chose, ça prend 23 minutes et 15 secondes à ramener notre attention à la première tâche qu'on appelle le coup de récupération. Et c'est ça on est en train de saturer notre cerveau. Quand vous êtes en attention fragmentée 8 heures par jour, 5 jours par semaine, puis c'est plus que ça, c'est l'équivalent de si je vous demandais, aux deux, mettez vos espadrilles et allez courir 127 km en forêt. Et si je faisais ça, vous me regarderiez, à moins que vous faisiez du trail, là, en disant, ben non, Sonia, après 5 à 10, 15 km, je vais arrêter. Je dis, non, je vais m'asseoir, puis sinon, je vais me faire mal. Puis vous auriez raison. Mais pourquoi est-ce qu'on demande à notre cerveau d'être en attention fragmentée 8 heures par jour, 5 jours par semaine? J'aimerais vous rappeler qu'un cerveau puis un corps, c'est la même chose. Il y a juste un coup qui sépare les deux. Et pourtant, on demande à notre cerveau des choses qu'on ne demanderait jamais à notre corps. Et donc, quand vous êtes en attention fragmentée comme ça, puis vous, les jeunes, avec les réseaux sociaux, évidemment, les téléphones, vous êtes nés avec ça, fait que vous l'avez appris, c'est pas de votre faute. Donc, quand vous demandez comme ça à votre cerveau de le faire, il va essayer de le faire. Mais de la même façon que vous vous assoiriez par terre après 10-15 km en disant « je suis plus capable », bien, à un moment donné, votre cerveau va se mettre à off. Et c'est là que ce qu'on appelle la surcharge mentale va arriver. Et la surcharge mentale, c'est le prédicteur de l'épuisement professionnel. Et donc, on a vraiment commencé à comprendre exactement comment ça fonctionnait. Ah, ça me fait penser aux étudiants, justement, aussi. Donc, on pourrait l'appliquer à ça. Donc, un étudiant, je sais pas, qui passe 4 heures à étudier, il y a une grosse différence entre si vraiment il fait une étude sérieuse sur un sujet, concentré et tout,
versus si à chaque 5 minutes, il va sur les réseaux sociaux. Ça lui aussi, coûte là. très, 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 très cher. Très, très cher. Vraiment? Pourquoi? Parce que quand les chercheurs ont vu ça, que c'était l'attention fragmentée qui venait à l'épuisement puis à la surcharge, ils ont dit, OK, c'est quoi l'inverse de l'attention fragmentée? Ça pourrait être pratique. Et donc, ils se sont mis à chercher ça, puis ils ont montré que l'inverse, c'est l'engagement cognitif. L'engagement cognitif, c'est de ne faire qu'une seule tâche à la fois, sans aucune interruption. Mettez le cellulaire dans la sécheuse, d'accord? Sans aucune interruption. Et ils ont montré que quand on fait ça, ça diminue les hormones de stress. Et on s'est demandé pourquoi. On s'est dit, bien voyons, on ne peut pas travailler en déstressant. Ouais. Mais oui. Pourquoi? Parce que, et ça va être important, la tâche première d'un cerveau humain, c'est d'apprendre. Vous êtes d'accord? Mais pour savoir qu'il apprend, le cerveau doit absolument avoir le sentiment de progresser. Quand vous êtes en attention fragmentée à temps plein, vous ressemblez au type dans le cirque qui fait rouler 9 assiettes en même temps. Vous avancez pas beaucoup, mais vous faites beaucoup de choses. On appelle ça la culture de l'affairement. Quand vous faites une seule chose à la fois, toute votre attention, c'est là que vous donnez au cerveau ce qu'il veut, c'est-à-dire le sentiment de progresser. Rappelez-vous vos travaux de session. Hein, quand vous faites vos travaux de session, sans trop être dérangé, là, vous écrivez l'introduction, vous dites « c'est bon ». Et là, vous avez ce sentiment de progresser. C'est exactement ça. Donc, ce que les chercheurs maintenant proposent, c'est de séparer nos horaires en blocs de productivité protégés, c'est-à-dire de faire juste de l'engagement cognitif. Puis ceux qui nous écoutent, allez sur YouTube, allez chercher le chercheur qui a travaillé là-dessus, c'est Cal Newport, C-A-L Newport. Il a fait énormément de chaînes YouTube où il va vous montrer comment faire des blocs de temps de travail protégé en profondeur. On appelle ça le travail en profondeur versus le travail de surface. Il nous dit continuez d'en faire l'attention fragmentée, mais pas 8 heures par jour, 5 jours par semaine. On a saturé le cerveau. Saturé. Et vous, les jeunes, vous avez un petit problème. Moi, je l'ai appris, le travail en profondeur, quand j'allais à l'école, etc. Vous ne l'avez pas appris parce qu'on vous a mis des cellulaires dans les mains un peu tôt. Ça va être un petit peu difficile. Donc, ce que j'ai à vous dire, mais faites-le parce que ça va vraiment être payant. Vous allez le sentir de toute façon. Commencez pas par faire un bloc de 5 heures, vous allez me détester. Faites 30 minutes par jour, 2 fois par semaine. Faites ça pendant une session de temps. C'est tout. Pas de courriel, pas rien, pas de cellulaire, rien. Puis faites juste faire quelque chose qu'il faut faire, vous en avez plein. Puis à la fin, sur une échelle de 1 à 10, demandez-vous si vous étiez stressé puis à quel point vous avez été productif. Faites juste commencer par ça. D'abord, vous allez faire un beau cadeau à votre cerveau, vous allez déstresser, puis vous allez vous rendre compte à quel point c'est merveilleux comme sentiment. OK. Vas-y. Ben, ça me fait penser justement avec l'attention fragmentée, puis maintenant sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos très courtes qui veulent notre attention pendant 15 secondes parce que souvent les gens ne sont pas capables de regarder plus longtemps que ça. Est-ce que ça a un impact aussi négatif, puis ça augmente la surcharge du cerveau? Énormément. Gloria Marx a écrit un livre au complet là-dessus qui s'appelle Attention Span. Les algorithmes sont calculés pour fragmenter votre attention. Vous savez, moi, là, quand j'étais jeune, dans mon temps, on était dans des voitures sans ceinture de sécurité avec une bière entre les 2 jambes. Aujourd'hui, c'est... Non, mais non. Ben moi, je suis à peu près certaine que dans 25 ans, vous allez dire à vos enfants, non, mais nous, on avait un cellulaire tout le temps. On avait toujours, vous comprenez, on avait un cellulaire, on avait des vidéos comme ça de 15 secondes, etc. Puis peut-être qu'il n'y en aura pas parce que le cerveau, il peut pas... Il peut pas toujours le prendre comme ça. Donc, puis je l'écris dans le livre. Un autre problème, c'est que même si vous êtes en attention fragmentée quand vous travaillez sur votre travail de session, puis ensuite vous prenez une pause, puis là, vous embarquez sur Instagram ou sur TikTok ou whatever pour voir juste défiler une recette de courge, un chat qui pleure, bien, vous continuez d'être en attention fragmentée. Et donc, ce que je propose, c'est gardez-vous ce qu'on appelle des espaces liminales, des espaces liminaux, c'est-à-dire un espace où il ne se passe rien. Donc, où ton cerveau va juste suivre une traque, pas 14. Moi, quand je travaille, par exemple, oui, je vais faire des pauses plus réseaux sociaux, mais je vais faire des pauses, par exemple, sur l'heure du midi. Je vais écouter un épisode de ma série. Pom! Je prends l'histoire, puis là, je la suis. Donc, je embarque en engagement cognitif, je relaxe, puis ensuite, je vais recommencer à travailler. Donc, c'est pour ça que les jeunes aiment le tricot, etc., parce que c'est ce qui... Moi, je pense que tous les hobbies qu'on voit en mode chez les jeunes, le tricot, puis des choses comme ça, vous aimez ça parce que sans vous en rendre compte, vous donnez une pause à votre cerveau parce qu'il est complètement en engagement cognitif. Moi, je pense que c'est lui qui vous a demandé ça parce qu'il est en train de suffoquer avec toute l'attention fragmentée qu'on y met sur le dos. Oui, je pense que vous avez raison parce que moi, j'ai commencé le tricot, le crochet et tout. Oui, ça fait du bien, hein? Ouais. Voilà.
Ouais, moi aussi, j'ai une expérience avec, c'est que des fois, quand j'ai étudié le soir, ben, je fais des pauses, évidemment. Ben, je joue de la guitare. Oui. Donc, des fois, je me dis, OK, une pause une demi-heure, ben, je vais jouer un peu. Des fois, ça m'arrive, je commence à jouer, je sais pas, 11h du soir, je joue, je me perds dedans, Oui. et quand je regarde l'heure, il est 1h du matin. Parfait. Ça, tu Juste- étais en deep work Direct. tout le temps. C'est comme ça que ça a été étudié. Ça a été étudié, en fait, chez les peintres, les artistes peintres. Et le chercheur qui a un nom, je ne peux pas le prononcer, il s'est dit, il y a des artistes peintres qui rentrent dans leur atelier puis qui vont ressortir 4 jours plus tard, ont oublié de manger avec une œuvre, mais le but, c'était pas de faire une œuvre qui allait se vendre des millions. Il était en travail en profondeur avec un niveau de bonheur. Les hormones de stress sont au plancher, il ne se passe rien. Ça, c'est de l'engagement, c'est du travail en profondeur. Puis je suis contente de vous entendre. Puis je dis toujours aux gens, faites attention à votre cerveau. Faites attention à votre cerveau parce qu'on le malmène sérieusement. Pourquoi on le malmène? Parce qu'on croit le mythe qui dit qu'on utilise seulement 10 de notre cerveau. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À chaque jour, on utilise 110 de notre cerveau. C'est ça le problème, c'est qu'on pense qu'on est bon, on est pourri. Étant donné qu'on pense qu'on est bon, bien, on le surcharge et on le surcharge. Un cerveau, c'est comme un corps. Je veux dire, on est là au gym à faire des exercices pour notre corps et on malmène notre cerveau. Donc, puis il vous le dit, vous le savez, vous ne vous sentez pas bien. Soyez à l'affût. Bien, justement, prenez une guitare, prenez un tricot, peu importe. Je suis bien contente d'entendre ça. Merci. C'est vrai, on n'utilise pas, peut-être pas 100% de notre cerveau en même temps à la fois. Ça, c'est, je pense, une crise d'épilepsie. Ouais. Mais, C'est une mais à la autre fin de la histoire. journée, on utilise toutes les parties de notre cerveau, forcément. Donc, il ne faudrait Et pas même le plus. surmener, justement. On le surmène. Mhm. On le surmène. On a un amoncellement d'informations. Vous savez, moi, quand je suis très stressée, je ne lis plus les nouvelles et je n'ouvre même pas les réseaux sociaux. Quand mon bidon de stress est plein, parce qu'il s'est passé plein de choses, etc., c'est sûr et certain que je ne lirai pas les nouvelles. J'ai fait une étude en 2012 où j'ai montré que le seul fait de lire des nouvelles, avez-vous déjà regardé le titre des nouvelles? Ah oui. Augmente les hormones de stress parce que le cerveau détecte une menace. C'est tout aussi simple que ça. Et donc, quand mon bidon de stress est plein, pas de nouvelles, pas de réseaux sociaux. Puis quand je sens que mon bidon, parce que je suis capable de reconnaître, quand je sens que mon bidon, je reviens d'une vacance, quoi. Là, OK, oui, je vais me remettre à jour sur les nouvelles internationales, etc. Mais je le sens. Et on le sent, on regarde, on lit quelque chose, que, OK, là, c'est assez. Puis de plus en plus, on voit des gens là, qui se limitent de plus en plus. Bien, c'est le cerveau qui essaie de leur envoyer un message que ça peut plus. OK, donc vraiment, c'était très intéressant notre discussion. J'espère que les gens qui nous écoutent ont apprécié aussi et ont même appris des choses. Je pense qu'on arrive à la fin de notre épisode. Est-ce que vous aurez un petit mot de fin pour nous et pour les personnes qui nous écoutent? Faites attention à votre cerveau. Que puis-je vous dire de plus? Faites attention à votre cerveau. Sans faire, c'est quelque chose d'important. Et cessons un petit peu de le malmener. Faites attention à vous, puis ça devrait bien aller. OK. Merci beaucoup d'être Merci. venu. Merci. Merci pour votre temps, merci pour les précieux conseils. Les conseils de Sonia. On en fera une série. Ah, c'est ça. Donc voilà, merci d'avoir écouté notre épisode. C'était Richie, Gabriella et Sonia Lupien. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci. Bye bye.